Situation toujours tendue au Maroc autour des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Vous le savez, après les vagues d'assaut de centaines de milliers d'immigrants parfois, les organisations humanitaires ont révélé que les autorités marocaines avaient éloigné les clandestins en les lâchant en plein désert. Dans la nuit du 28 au 29 avril, une vedette de la marine royale aurait volontairement fait chavirer un Zodiac avec 72 clandestins à son bord au large des côtes d'Alocema. Le camion il arrive là. Regardez, ils sont en train d'arriver avec le camion. En Algérie vous pouvez pas savoir. Ce sont des assassins, des salauds qui nous apportent toute la misère du monde. Cette fois-ci, l'enquête révélera peut-être la part de responsabilité de l'Europe et des autorités marocaines sur ces morts anonymes, disparus au milieu de la Méditerranée pour avoir simplement rêvé d'une vie meilleure. Dissocier les questions d'immigration des questions d'intégration, et on ne peut pas dissocier les questions d'immigration et d'intégration du co-développement, parce que si on n'aide pas l'Afrique à se forger un avenir pour elle-même, eh bien naturellement ça ne peut pas marcher. En fait, mon rêve c'est de quitter le Maroc et de pouvoir aller en Espagne. On n'a pas le choix. Ça y est, l'Eldorado, ils y sont. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui émigrent en Europe ou en Occident. Vous avez les candidats à l'immigration clandestine qui sont dans leur pays d'origine et qui ne sont pas encore partis. Vous avez ceux qui sont sur les routes de l'immigration clandestine, mais en situation d'échec dans des pays, dans de nombreux pays comme l'Algérie, le Maroc notamment. Et vous avez ceux qui sont arrivés mais qui vivent comme des rats. Que l'on sache que le migrant, en fait, il n'a pas de nationalité. Il n'a pas de nationalité, il a un objectif. C'est un monde meilleur. Là-bas, tu peux t'en sortir facilement. C'est ce que j'appelle l'énergie des désespérés. La migration, c'est cet échec au plan économique et au plan politique qui oblige les gens, notamment les diplômés, à sortir et à chercher à gagner leur vie ailleurs. Parce qu'au fond, je crois que personne ne voudrait quitter son pays s'il y trouve son bonheur. En raison d'un certain nombre de facteurs tels que le sous-développement et les disparités économiques, de plus en plus de migrants traversent illégalement les frontières pour chercher du travail à l'étranger, en Europe pour la plupart du temps. Selon un rapport de l'Union européenne, le solde migratoire dans l'UE dépassait à peine 1 million par an. Il est de nos jours estimé en moyenne à 1,75 million par an et l'Afrique subsaharienne fournit plus de la moitié du contingent. Ils s'en vont parce que ils n'ont pas chez eux ce qu'ils cherchent, par exemple. Ils s'en vont aussi parce que, à cause de la pression familiale, on ne le dit pas souvent assez. Vous allez dans des contrées, par exemple, j'ai rencontré au Mali, notamment à Caï, des jeunes qui s'en vont parce que le fils du voisin a réussi. À partir du moment où le fils du voisin a réussi, les familles se cotisent de l'argent pour décider de l'envoi d'un enfant en France. Donc, il est obligé de partir. Et quand il s'en va, quand il n'arrive pas à destination, il ne revient plus. C'est-à-dire que le revenir, c'est un échec. Il préfère mourir que de revenir. Le véritable problème de ceux qui parlent, c'est d'abord une inadéquation entre la formation et l'emploi. Le système éducatif en Afrique nous avons une usine de fabrique de chômeurs. À partir du moment où vous fabriquez des chômeurs, il faut vous attendre à ce que un jour ces chômeurs aillent trouver le bonheur, ou ce qu'ils appellent le bonheur ailleurs. Et c'est ce qu'ils vont. Ensuite, dans des pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, c'est dans les gènes de partir. Dans la région de Caï, par exemple, lorsqu'un enfant, on baptise un nouveau-né, on dit, bon, mais qu'il vive longtemps et que Dieu fasse qu'il aille en France. Donc il faut combiner tous ces facteurs-là pour pouvoir tirer quelque chose. Aujourd'hui, vous sortez à Bamako, vous rencontrez des dizaines de nationalités, je dis bien des dizaines de nationalités. Dans tous les pays de la sous-région, sans exception, c'est pareil. Le Guinéen va venir à Bamako, le Bamako va à Abidjan, et ainsi de suite. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, s'il y a autant de personnes qui ont recours à la migration pour pouvoir vraiment améliorer leurs conditions de vie et assister les personnes restées, les parents restés derrière, parce qu'en fait, en tout cas au Mali, c'est une réalité. On va
on travaille, on économise, tout en investissant pour la famille. On peut être à l'extérieur, on investit par l'éducation des jeunes frères au pays, pour, comment dirais-je, la prise en charge des problèmes de santé, avoir un terrain à construire pour que les parents qui ont toujours vécu en loyer puissent avoir un lot à eux, habiter chez eux. C'est des droits légitimes. Donc c'est des ambitions que tout Malien, jeune Malien, nourrit aujourd'hui. Pourquoi les gens partent est une très bonne question. En fait, ils partent non pas parce qu'ils sont sûrs de trouver quelque chose là où ils partent, mais parce qu'ils veulent éviter la misère de leur zone de départ. Et ça, c'est une constante chez les migrants. Nous, on nous appelle au pays je ne sais pas comment, on dit les bangando, c'est-à-dire des gens qui sans espoir, quoi. Donc cela aussi excite la jeunesse à sortir. Parce que ceux-là déjà, nos grands frères qui ont fait des études, des longues études, comme on le dit, ils n'ont pas de boulot, ils sont au quartier en train de faire de n'importe quoi. Ce qui fait que nous les jeunes aussi, voyant des grands venir qu'ils étaient au quartier comme nous, bon, avec des voitures, nous ne pouvons pas rester au pays. Regardez aujourd'hui la manière dont nos États sont gérés. Ambitionner avoir une maison est légitime. Aujourd'hui, combien sont ceux qui peuvent s'offrir une maison à travers leur emploi? Parce que souvent on dit que c'est les chômeurs qui partent, création d'emploi. Mais au-delà de la création d'emploi, il faut voir le pouvoir d'achat. La chose publique doit vraiment être très bien gérée. C'est la pauvreté, c'est le manque d'alternatives, combiné à une croissance de plus en plus forte de la catégorie des jeunes dans la population, qui sont à la base effectivement de ce mouvement de migration. Il faut y ajouter le manque d'informations, bien entendu, sur les difficultés du pays d'accueil, et il faut y ajouter également l'exemple très rare de ceux qui ont réussi et qui retournent en vacances et arrivent à faire des investissements chez eux. Ils ne sont qu'une infime minorité. La plupart des Africains vivant dans des conditions d'immigrés en Occident sont des gens extrêmement moyens et même pauvres. Le Bureau international du travail BIT estime qu'en 2025, un Africain sur 10 vivra et travaillera hors de son pays. Raison invoquée, la quête de mieux vivre ailleurs. Mais l'autre question est de savoir si ces nombreux candidats à l'immigration clandestine imaginent les risques et dangers liés à leur aventure. Il n'est pas évident que les jeunes gens qui essaient de partir en Occident soient informés de la totale réalité de l'immigration. La totale réalité de l'immigration étant déjà les difficultés d'accéder à l'Europe après avoir traversé la barrière du Maghreb, et les difficultés étant aussi pouvoir entrer en Europe. Il n'est pas évident qu'ils soient informés, et je le dis parce que plusieurs d'entre eux, enfin même pas plusieurs d'entre eux, hein, l'écrasante majorité des migrants qui prennent la route n'arrivent pas à passer au-delà du Maroc, de l'Algérie ou de la Libye, et sont refoulés, se retrouvent dans le désert. Et d'ailleurs, nous avons vu ces dernières années que ces migrants piégés sur la route de leur projet ont été un peu la chair à canon des réseaux mafieux qu'il y a dans le Sahel, Sahara, et donc le narco-terrorisme en particulier. Par expérience, hein, y compris une expérience personnelle de ce que je vois autour de moi, des études qui sont réalisées, dans le cadre de ma profession, les gens que nous recevons et qui viennent et qui partent, nous avons constaté que bon nombre de personnes, y compris des personnes lettrées, hein, donc instruites, ne sont pas en général informés, on va dire, sur les conditions de départ ou les conditions d'accueil du pays dans lequel ils souhaitent y vivre. Donc on peut considérer que la plupart des migrants clandestins ne savent pas à juste valeur ce qui les attend
les conditions dans lesquelles ils vont être accueillis, même le parcours qu'ils vont emprunter, l'itinéraire qu'ils vont emprunter, les obstacles, les difficultés que ces personnes sont censées rencontrer sont pour la plupart ignorés de ces personnes-là. Il faut que les jeunes qui sont déjà partis puissent dire à leurs camarades ici que ce n'est pas l'Eldorado, ce n'est pas toujours l'Eldorado. Il y a des gens qui arrivent là-bas qui réussissent, mais la majorité ne réussit pas. Il y a même d'autres là qui même s'ils ont pu traverser toutes les péripéties, arriver là-bas, ils ne pourront pas avoir du boulot. Mais imaginez par exemple, ces personnes, un groupe de personnes s'apprête à embarquer pour la traversée de la Méditerranée. On dit que voyez ceux qui sont partis avant vous ont chaviré. Ils disent, paix leur âme, que le bon Dieu les accueille dans son paradis. Et puis voilà. Ça ne peut pas constituer des motifs de sensibilisation ou de blocage pour le projet migratoire. Absolument pas. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils sont exploités. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver là-bas, avoir un petit boulot avec quelqu'un, mais celui-là, chassant que tu n'as pas de papier, mais il t'exploite, il te traite comme un esclave. Tu travailles pour lui au prix qu'il fixe et il te traite comme il veut. Si tu essaies de lever un peu le ton, il te menace de te donner à la police pour qu'on t'expulse. Donc c'est des gens qui travaillent véritablement dans le noir et c'est vraiment un problème très grave. C'est pas différent du tout de Tanger, du Maroc, lors de la traversée. Les gens d'où nous dormions à l'époque dans la brousse là-bas pour pouvoir traverser pour l'Europe. C'est presque la même chose. C'est la même chose en fait. Donc, on a surnommé nos chambres de bunkers. C'est ça quoi. On s'enferme et puis c'est comme ça. Là-dedans, nous dormons. Vous pouvez voir, comme par exemple ici, je vais vous montrer ma chambre. C'est ici je dors. C'est là, je dors. Ici, bon, et Dieu merci, il y a un grand frère qu'on appelle Charlie qui m'a offert un moustiquaire. Voilà, c'est ça qui m'aide ici parce qu'il y a pas mal de moustiques. Vous allez voir, c'est là je dors. Voilà, c'est là je mets ma brosse à dents et ma pâte. J'ai juste une babouche et une paire de tennis là-bas et un bidon plus un petit seau. 2 cuillères parce que j'ai mon ami avec qui je passe la nuit ici. Donc c'est là, c'est ma vie ici. Depuis que je sors de l'Algérie, depuis mon refoulement, c'est ici que je dors. Voilà. C'est comme ça. Je sors le matin très tôt pour aller en promenade parce que je n'ai rien à faire. Et puis c'est comme ça. Voilà, ici on y trouve des Ivoiriens, ici on y trouve des Burkinabés, la plupart des Camerounais, des Libériens et tous ceux qui viennent de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Je vais continuer à vous montrer cette école avec mon ami, avec qui je suis rentré du refoulement, parce que nous étions au nombre, je pense, au nombre de 200, mais ce dont j'ai continué à voyager avec lui jusqu'à Bamako. Voilà l'un d'eux. Voilà. Donc il est là. Voilà sa chambre, c'est ici la vie. C'est là. Donc c'est un bunker, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est toujours un bunker. C'est un bunker. Bon, c'est ça quoi. À sens unique, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Ici c'est un magasin. Vous allez voir. Ici c'est un magasin. C'est un magasin, comme je vous ai dit tantôt, c'est un marché qui a été conçu par le Claude Douanier, l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Ça fait que c'est là. On reconnaît comme le dit le frère, on reconnaît nos bunkers par des numéros. Vous allez prendre un tout petit peu le numéro qui est au mur, c'est le 199. C'est sur ça l'on se réfère pour reconnaître son bunker. Le bunker, voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est à sens unique. On rentre, il n'y a pas de fenêtre ni de trous. Tu t'enfermes. Voilà.
Vous allez voir, c'est ici aussi. Voilà, les autres sont ici. Ils n'ont pas accepté qu'on filme leur coin. Voilà le jeune qui est compréhensif. Parce qu'il faut que les jeunes qui sont au pays comprennent. Il faut que les jeunes qui sont au pays comprennent que nous ne vivons pas l'idéal. Que peut-être que ce que l'on leur raconte, leurs grands frères, c'est pas ça quoi. Voilà. L'on rentre avec des voitures, il est vrai. Et puis avec le gros mensonge dans la bouche. Parce que ce que l'on vit réellement dans son aventure ne s'explique jamais. Mais déjà, Dieu merci, comme je vous l'ai dit tantôt, quand Dieu nous donne un peu, déjà retourner au pays, l'on ne dit pas à nos petits frères ce que nous avons vécu. Et c'est ça qui cause tout ce que je suis en train de vous montrer. Ici, on y trouve des enfants, même de 12 ans. Vous allez voir comme par exemple ce jeune garçon, c'est un compatriote à moi, il n'a même pas... vous allez voir. Tu veux filmer? Voilà, lui il refuse d'être filmé. Donc ça fait que néanmoins, je vais vous donner son âge, il n'atteint pas 20 ans. Il n'atteint pas 20 ans, et puis c'est comme ça. Lui c'est le plus grand parmi tant d'autres. Vous comprenez? Voilà. D'autres ont 12 ans. Je ne comprends pas. J'ai accepté de faire ceci dans le but de conscientiser. J'ai accepté de faire ça, de montrer où est-ce que nous sommes et comment est-ce que nous vivons, dans le but de conscientiser ceux qui sont restés au pays, nos petits frères. Ce qui fait que eux aussi, en leur tour, devraient être aidés, secourus par nos autorités, pour qu'ils ne subissent pas aussi le sort dont leurs grands-pères sont en train de subir. Je demande à mes jeunes frères qui sont restés de comprendre et de suivre les conseils de leurs parents, de leurs grandes sœurs et de leurs mamans qui sont encore avec eux. Vous êtes à peu près au nombre de combien ici à Bamako? Actuellement, oui. Nous atteignons une centaine. Une centaine? Une centaine. C'est un chiffre vraiment colossal. Ouais, tous ceux sont repartis sur la route de l'aventure, c'est-à-dire là où nous venons, en Algérie. D'autres sont partis encore déjà. Pour recommencer, parce que c'est le dernier recommencement. En fait. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on s'en va, on est refoulé et on repart. Oui, on s'en va tout le temps. On est en train de partir tout le temps parce que, en fait, l'aventurier, il a dans la tête de gagner. Et excusez-moi, monsieur, je vais continuer à vous montrer l'espace ivoirien. Vous avez vu, ici c'est Yopougon, comme par exemple. Vous avez vu Yopougon là, là-bas c'est plateau, là-bas c'est plateau. Vous avez vu? Revenons à ce que vous m'avez demandé. Tout le temps nous sommes en train de partir. Il y a ceux-là qui viennent, des refoulés bien sûr, et d'autres qui repartent. Donc, nettement, je ne peux pas vous donner un chiffre. Qu'est-ce qui les pousse à repartir? Parce que vous disiez, vous étiez en train de dire tout à l'heure que la vie est tellement difficile là-bas. Alors qu'est-ce qui pousse les refoulés, une fois qu'ils sont à Bamako, à repartir Donc la plupart des frères qui viennent ici, il y a ceux qui viennent avec le but de retrouver leur papier avant de repartir. Et quand tu es arrivé au bout de tes fins, tu repars parce que là-bas déjà, tu vois, c'est un monde meilleur. Là-bas tu peux t'en sortir facilement. Et en te refoule, c'est parce que tu n'as pas les papiers, tu n'as pas les pièces, tu n'es pas en règle. Et quand tu as réussi à la voir ici, là tu vas repartir. Donc c'est un peu ça que nous fait arriver et repartir. Et puis, je vais ajouter un mot là-dessus. Ce qui motive les aventuriers en fait, c'est pas pour y aller rester en Algérie ou peut-être au Maroc, c'est pour traverser l'océan. Parce qu'ils ont toujours dans la tête ou dans l'idée de traverser l'océan, aller retrouver le pays de l'oncle Sampon par exemple, pour pouvoir émerger dans leur vie. Parce qu'ils se disent tout le temps que l'Eldorado n'est pas chez eux, c'est ailleurs. C'est ça qui leur motive, en un mot. Voilà. Prison, viol, esclavage, humiliation de toutes sortes, voilà le lot quotidien des difficultés que vivent les migrants.
Selon certains témoignages, les risques et dangers liés à l'immigration clandestine peuvent souvent revêtir les pires formes de servitude et de déni de l'identité humaine. Il se trouve que les pays européens, qui sont les pays qui reçoivent encore beaucoup plus, un grand nombre de migrants, ont mis en place des politiques qui malheureusement font obstacle vraiment au voyage de tous ces gens. Les jeunes rencontrent toutes sortes de problèmes. D'abord déjà dans le désert, avant même d'arriver en Europe, ils commencent d'abord par avoir beaucoup de problèmes dans le désert. Nous avons connu des Nigérians, des Camerounais, etc., qui passent par le Mali ici, et qui passent par Gao et qui prennent le désert là-bas, et qui meurent de soif, qui meurent de faim dans le Sahara. D'autres meurent dans les bateaux en partant en Espagne, ils prennent le risque croyant que c'est là-bas, et pourtant arrivé là-bas, ils ne gagnent plus. Voilà. D'autres meurent à la traversée ici au Maroc, il y a beaucoup qui sont morts là-bas. Et moi j'en ai pas mal enterré, moi aussi. En Mauritanie, j'ai enterré, ici au Mali, j'ai enterré. Dieu merci, moi je vis toujours. Je ne sais pas pourquoi Dieu me gâte, mais je pense que c'est peut-être parce que moi je peux enterrer. Ceux parmi eux qui arrivent à arriver en Libye ou bien au Maroc, etc., ils essayent de prendre des moyens de transport précaires et des bateaux sans aucune garantie, et des pirogues. C'est ce qu'on a vu les boat people. Donc c'est des gens qui sont dans des pirogues vraiment précaires, qui montent sur la mer avec des pirogues très dans des conditions très dangereuses, et qui avec quelques vagues déjà se trouvent renversées, et il y a beaucoup de milliers de jeunes Africains par exemple qui sont morts dans cette mer. Et ce qui est encore plus grave, c'est que quand ils arrivent directement, les Européens ils ont endurci leur système. Ils ont directement des prisons au niveau de Ceuta et Melilla par exemple, on le sait, et en Italie, etc. Alors, les conditions de traversée sont très difficiles. Vous avez le Sahara. J'ai vu par exemple en Afrique, au sud de l'Algérie, un endroit qu'on appelle le Sheraton. Le Sheraton, en fait, c'est le pont qui relie le sud au nord de la ville de Tamanrasset. Et on appelle le Sheraton à 34 chambres. Les 34 chambres, ce sont en fait les buges, c'est-à-dire les trous que vous retrouvez sous le pont, qui permettent à l'eau de l'ouest de traverser de l'ouest à l'est en période de crue. Maintenant, en période de décrue, dans ces trous-là, vous voyez des Béninois, vous voyez le trou des Maliens, le trou des Congolais, etc. Et donc les clandestins vivent à cet endroit vraiment infesté et infect. Il y a d'aucuns qui sont devenus des mendiants ici. Il y a d'aucuns qui vivent que de ça. Il y a d'aucuns qui sont devenus des voleurs. Il y a d'aucuns, je ne sais pas si les parents sont au courant au pays, mais il y a d'aucuns qui sont devenus des PD, des homosexuels. Je suis allé en Espagne et j'ai croisé des ressortissants africains qui tentaient l'aventure. Vous savez ce qu'ils faisaient là-bas? Ils vendaient du papier Kleenex. Ils vendaient du papier Kleenex, et moi qui ne parle pas espagnol, j'ai retenu une expression. J'ai retenu une expression d'un Congolais. Il était originaire de la République démocratique du Congo. Il m'a dit, il a sorti l'expression de fracaso. Je n'ai jamais oublié ça, je ne parle pas espagnol. Il m'a sorti à un moment une expression en disant, il a parlé de fracaso pour montrer jusqu'à quel point il était déraciné, traumatisé par ce qui lui arrive. Nous souffrons toujours. Nous souffrons tellement que je n'arrive pas vraiment à exprimer cette souffrance. Même si tous les cas de retour ne sont pas des migrants en situation irrégulière, ce sont surtout les sans-papiers qui sont source de contentieux entre les pays de retour et de réinsertion. L'amélioration du dialogue entre les pays permettrait de mettre au point des politiques et mécanismes de réadmission respectueuses de la personne humaine. La migration est aussi vieux que le monde. Voilà. On a beau investir des centaines de millions d'euros, on a beau équiper les pays côtiers comme la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, tout ça, mais il n'y a rien à faire. Parce qu'aujourd'hui, ces pays-là sont en train de jouer un rôle qui ne devrait pas être de leur. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand, par exemple en Europe, en France notamment, quand la délinquance est assimilée à la jeunesse d'origine maghrébine, mais les gens sont choqués.
disent que mais de quoi est-ce que ces gens-là veulent parler? Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le Maghreb. Le négro-africain, le migrant négro-africain est considéré comme la source de tous les maux que connaissent les Maghreb. Les sida, la prostitution, la drogue, comment dirais-je, la falsification des billets des banques, etc. Tout ce qui ne va pas là-bas aujourd'hui, c'est les négro-africains. Actuellement, il y a un débat, il y a un grand débat qui est en train d'être mené en Europe maintenant, pour voir, il y a des pays qui sont pour le fait de faire réellement un mur, comme par exemple c'était le cas, la Libye avait été utilisée à un certain moment pour être un mur entre l'Afrique et l'Europe. Bon, fort heureusement, ou je ne sais même pas, malheureusement, je ne sais pas moi comment je vais qualifier ça, avec le départ de la Libye, avec le départ de Kadhafi et autres. Donc cette frontière a été encore franchie et actuellement, les gens, le flux continue encore. Et de l'autre côté, les pays européens qui sont à la lisière de l'Afrique, comme l'Italie et autres, alors sont en train de faire des politiques très dures pour pouvoir essayer de contrer ces jeunes qui partent. Il faut dire que le débat sur la migration a donné pas mal d'initiatives. Et une des initiatives, c'est par exemple le projet de Sarkozy, l'Union pour la Méditerranée, qui a été perçu par beaucoup de leaders africains, notamment par Kadhafi, notamment par Abdoulaye Wade, comme simplement un mur pour empêcher les migrants de l'Afrique subsaharienne de continuer leur route. Alors, c'est peut-être une stratégie efficace contre les migrants de l'Afrique subsaharienne, mais ça n'est pas forcément une stratégie efficace pour les migrants de l'Afrique du Nord. Or, ils constituent la majorité des migrants qui vont vers l'Occident, vers l'Europe surtout. On n'a pas encore trouvé les moyens exacts pour réguler l'immigration. En fait, voyager, c'est un droit. Mais si vous voyez, par exemple, ceux qui vont en France, ce sont les francophones, parce que il y a entre cette partie de l'Afrique francophone et la France, il y a une communauté de destin via la langue. Donc on ne peut pas, à mon avis, empêcher les gens, ce serait difficile de les empêcher de partir, mais on ne peut pas non plus les laisser tous partir. Voyez-vous, je ne suis pas du tout un idéologue. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans l'excès inverse qui est celui du mouvement altermondialiste, qui pense que les gens doivent aller dans n'importe quelle direction, les gens doivent aller où ils veulent. C'est un vœu pieux, ce n'est pas possible. La réalité, elle sera économique. La réalité, c'est le rapport de force. L'Union européenne a une directive qui limite la migration. Tous les pays développés ont des directives qui limitent la migration. C'est vraiment un problème, parce que si on se réfère aux actions menées par la Mauritanie en avril cette année, les rafles, les détentions, les refoulements ne devraient en principe pas concerner le Mali. Parce que ce pays-là est lié au nôtre par une convention qui date de près de 40 ans. Donc, mais il faut comprendre aujourd'hui que les non-respects de ces conventions s'expliquent par l'entrée en jeu du Frontex, qui aujourd'hui est en train de confier la garde des frontières extérieures européennes aux pays africains. Je veux dire la Mauritanie, le Maroc, la Libye, l'Algérie, la Tunisie. Donc aujourd'hui, les frontières européennes se trouvent jusqu'à nos frontières. Ça veut dire aujourd'hui, à partir de Gogui, c'est comme si tu franchissais la frontière européenne. Quand la Mauritanie a arrêté les Maliens et expulsé les a expulsés vers le Mali, il y avait des gens qui étaient établis en Mauritanie depuis plus de 10 ans, 15 ans. Il y avait même un directeur d'école. Pour vous dire que ces gens-là n'avaient nullement l'intention de continuer d'aller en Europe. Et si aujourd'hui la Mauritanie se trouve gardien des frontières extérieures de l'Union européenne, mais que cette même Mauritanie sache que
tous les négros africains qui sont en Mauritanie ne sont pas des candidats à l'immigration vers l'Europe. Il faut que cela soit clair. Depuis bientôt 3 ans, on va dire 4 ans, depuis la présidence française à l'Union européenne, il y a eu une forte volonté d'aller vers des accords Union européenne et pays de la Méditerranée. Et ça s'explique du fait qu'il y a une forte proximité de ces pays, de ces deux parties, entre le Maghreb et l'Europe. On sait aussi que lorsque les migrants subsahariens veulent aller dans ces pays-là, ils passent soit par l'Algérie, puis par le Maroc, pour se trouver facilement en Espagne, ou alors ils vont passer directement par la Libye pour rejoindre l'Italie. Et quand c'est par la Mauritanie où on utilise la mer pour s'y rendre, ils vont se trouver de la Mauritanie pour aller au niveau des îles Canaries. Donc on comprend facilement pourquoi les pays européens veulent faire de ces pays et ces États maghrébins une sorte de bouclier. Ceci dit, ce n'est pas cela qui va empêcher les gens de partir, de se former, de rencontrer l'autre, d'enrichir la culture du pays, de contribuer économiquement avec ses propres revenus, de par son intelligence, dans le pays d'accueil de ces pays européens, ou vice-versa, des Européens qui vont venir chez nous, même si chez nous il n'y a pas assez de barrières contraignantes. À qui la faute? Faut-il accabler les États africains qui ont échoué dans leur politique d'éducation et d'emploi, ou ces jeunes Africains qui tournent le dos à toute alternative de développement endogène? Ou bien même faut-il rejeter la faute sur l'Occident, sur ces pays d'accueil pour s'être barricadés derrière des politiques qui ne laissent aucune chance aux clandestins? La migration résulte de la tenue de l'économie. L'économie résulte de la politique, donc ce sont des phénomènes qui s'imbriquent. Et effectivement, là où tu as de mauvaises politiques, là où tu as une économie faible, là où tu as une forte catégorie de jeunesse, tu as effectivement une forte propension à l'immigration. Il faut arrêter de penser uniquement que ce sont les pays du Nord ou les pays occidentaux qui empêchent brutalement les Africains de fouler le sol européen. La responsabilité, c'est d'abord la responsabilité des pays africains eux-mêmes. Tant que vous aurez dictature, tant que vous aurez plus de dictature, plus de corruption, de mauvaise gouvernance, tant que vous aurez tout ça, c'est évident que vous ne pouvez pas trouver du travail à tout le monde, vous ne pouvez pas lutter contre la pauvreté. Donc c'est d'abord un problème de chez nous. Est-ce que nos États ont une part de responsabilité? Oui, nos États sont pour la plupart aussi responsables de cela pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est qu'il y a un chômage élevé. Il y a une sous-exploitation des ressources naturelles ou du sous-sol. Il y a une très mauvaise répartition de ces ressources lorsqu'elles sont exploitées. Une mauvaise gestion, on va dire une mauvaise gouvernance. Lorsque on voit le fils de son voisin, lorsqu'on voit son voisin vivre bien, quand on sait qu'il ne mérite pas le revenu qu'il a, parce que tout simplement il est dans un système de corruption. Aujourd'hui, la corruption a atteint un certain degré que c'est tout simplement révoltant. Et c'est la responsabilité de nos États de faire en sorte que les ressortissants, les populations aient non seulement du travail, mais aussi que ces personnes, après le travail, puissent vivre dignement du fruit de leur travail. Que les salaires de misère disparaissent, franchement. Parce que, comparaison n'est pas raison, c'est vrai. Si les gens ici, par exemple, les ouvriers acceptent de se sacrifier, économiser 6 mois, 1 an, voire 2 ans, voire plus, pour pouvoir quitter leur pays d'origine, c'est parce qu'ils savent que avec ces salaires de misère là, il est quasiment impossible de pouvoir réaliser le minimum de son rêve. C'est la volonté de réparer une injustice socio-économique dans nos États, pour la plupart africains, fortement riches au niveau du sous-sol, quelquefois intellectuellement riches de par ces populations, mais très mal exploiter les richesses intellectuelles humaines, mais aussi financières en tant que richesse et économique. Donc, nos migrants, nos populations vont à l'extérieur. Et c'est là où nous pensons que l'État a un devoir de responsabilité pour rétablir l'ordre
pour une meilleure répartition des ressources obtenues, exploitées. Il revient aux États africains vraiment de faire face à leurs responsabilités. La formation, la création d'emplois, la bonne gestion de la chose publique, la bonne gouvernance, donc, et la démocratie. C'est l'État qui a la responsabilité de pouvoir faire en sorte que les jeunes puissent avoir du travail. Si cette responsabilité n'est pas remplie, les jeunes partent. L'autre responsabilité, c'est de pouvoir négocier, c'est de pouvoir se comprendre avec les gouvernements des pays d'accueil pour que les ressortissants ne soient pas torturés, ne soient pas traités comme des sous-hommes. Ça, c'est des choses qui peuvent réaliser dans le domaine de la diplomatie, des relations bilatérales, etc., etc. Pour rejoindre l'Eldorado européen, ces immigrants clandestins en provenance d'Afrique subsaharienne sont prêts à marcher des journées entières. Ces 2 dernières semaines, des immigrés clandestins subsahariens ont effectué plusieurs tentatives pour franchir le détroit de Gibraltar à bord d'embarcations de fortune. Jeudi dernier, 16 clandestins sont morts en essayant d'atteindre les côtes espagnoles. 3 migrants seulement ont été autorisés à passer, 2 femmes et un adolescent. Mais ces 18 autres demandeurs d'asile érythréens resteront du côté égyptien, derrière cette clôture construite par l'État israélien pour empêcher ce que l'on appelle ici les infiltrés. Les pays africains doivent contribuer à amorcer le dialogue. Le Maroc sert donc de pont entre ces pays africains et l'Union européenne. C'est d'abord repenser nos politiques de développement. Il est absolument fondamental que nous repensions nos politiques de développement parce que tous les modèles qu'on nous a imposés ont échoué. Et entre autres, nous occuper davantage du monde rural, des politiques agricoles qui retiennent les gens sur place, qui leur donnent un espoir de vie meilleur. On va dire aujourd'hui que lorsque nous prenons l'exemple d'un pays comme l'Algérie, d'un pays comme la Libye, l'exemple d'un pays comme la Côte d'Ivoire, on va aller tout près, ou d'un pays comme la Guinée équatoriale, qui ont quand même des économies, on va dire locales, richissantes, et qui sembleraient avoir des opportunités d'emploi. Et c'est à ce niveau où nos États pourraient travailler à renforcer, à promouvoir une migration sud-sud en sélectionnant bien entendu des secteurs privilégiés où il y a manque et en demandant, en faisant un appel d'air sur la base des compétences. Il faut dire que la toute nouvelle Union africaine en 2003, sous l'impulsion du président Konaré, avait fait valider par les chefs d'État sa vision et sa stratégie pour une Afrique qui se développe et qui devient plus prospère. Et donc, il était très clair dans ce document que seule une Afrique qui travaille à sa propre émergence sur place, une Afrique dont l'agriculture fait des progrès, dont la médecine fait des progrès, dont l'éducation fait des progrès, dont le secteur privé fait des progrès, que seule cette Afrique-là est en mesure de retenir sa jeunesse. Mais même une bonne politique de l'immigration ne peut pas résoudre la question de la migration. Zéro migration n'est pas possible, mais aucune partie du monde ne va ouvrir son économie à des vagues d'étrangers de manière inconsidérée. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est vraiment tout faire pour jouer sur le développement de l'Afrique, faire en sorte que l'Afrique se développe. Dans bien de pays africains, la migration est à la fois culturelle et économique. Dans le subconscient, l'Occident reste un Eldorado, et ce qui fait que dans certaines contrées, la richesse d'une famille se mesure au nombre d'enfants partis en aventure. Toute solution devrait donc tenir compte de cette réalité.
démocratie quand nos dirigeants nous tuent? Où est la justice quand on enferme nos fils pour avoir révélé au peuple la vérité? Est-ce qu'ils pensent à nous autres, le bas peuple? Ici on n'a rien, on vit au jour le jour, en priant le bon Dieu, en élevant nos voix. Montre aux yeux de tous comment tu vis, comment tu tries, combien c'est dur. Montre aux yeux du monde ce que tu vis, ce que tu vis. Qu'est-ce que c'est dur? On est tous fatigués de parler de paix, de parler de fraternité, ou encore parler d'amour. Oh là, mon pauvre papa ouvrier, toute sa vie a fini comme un chien. Mon oncle aussi a fini comme un chien en manifestant pour un politicien.